En effet, quand on considère le gel actuel du partenariat euro-méditerranéen et ces dernières manifestations que sont le report du sommet qui avait été prévu à Barcelone en juin 2010, et puis l'incertitude très grande qui plane sur la tenue du sommet euro-méditerranéen de novembre, on est tenté, face à ce gel, à ces difficultés, de porter un jugement très sévère sur l'intense mais dérisoire activité qui a été déployée pendant 3 ans pour redynamiser le processus de Barcelone. Alors on a beaucoup, et je pense à juste titre, dénoncé les contradictions criantes et les maladresses de l'initiative française en Méditerranée, qui ont quelquefois fait oublier ses apports, comme l'intérêt, il y en a au moins 2, je crois que parmi les apports, elle a eu pour mérite de remettre la question méditerranéenne au centre du débat européen, et puis elle a aussi eu pour mérite de réintroduire le dialogue euro-arabe, qui avait été une chose pas inintéressante dans le processus euro-méditerranéen. Bon, en même temps, les avatars de l'initiative française ne sont que l'écume des choses, et c'est en réalité toute l'Europe qui me semble responsable de l'enlisement des relations euro-méditerranéennes. D'une part, et ça c'est ce qu'évoquait déjà tout à l'heure Dorothée, la situation actuelle du système européen n'est pas favorable à une refondation audacieuse des relations euro-méditerranéennes. L'absence de politique extérieure commune claire, ainsi que l'accroissement inouï des instances décisionnelles au sommet de la machine européenne, ont favorisé la fragmentation et la diversification des politiques méditerranéennes des États, ainsi que leur mise en concurrence. Est-ce que c'est seulement un effet de l'échec du traité constitutionnel qui aurait dû effectivement déboucher théoriquement sur une politique extérieure commune un peu musclée? Est-ce que c'est aussi la médiocrité du personnel politique? Moi, je pense à certains pays, y compris le nôtre, où aux dernières élections présidentielles, on avait quand même 3 candidats qui n'étaient pas absolument extraordinaires sur ce sujet, même si Sarkozy avait lancé cette idée d'union méditerranéenne. Le problème est que ce n'était pas son idée à proprement parler, et on a pu constater 6 mois plus tard, quand il s'est adressé aux ambassadeurs, qu'il n'avait plus du tout le même discours à la Brodel, Valéry et tout, et là, il citait plutôt Huntington. C'est-à-dire que c'est quand même grave pour des hommes politiques de ce calibre de ne pas avoir une pensée constante et certaine. Et on échangeait des expériences amusantes avec Dorothée tout à l'heure. C'est que l'un et l'autre, on nous a demandé une petite fiche sur la Méditerranée et le Maghreb pour l'équipe Ségolène. Et puis jamais on a entendu parler. Alors 1 an après, le type qui m'a demandé ça m'a dit « Ah oui, mais finalement, on était très embêtés, mais on a décidé qu'il ne fallait pas partir de la Méditerranée et du Maghreb parce que ça allait nous faire perdre des voix du côté de, je ne sais pas quoi, l'extrême droite. » Bon, c'est pas génial. C'est-à-dire que c'est vrai que si on avait des hommes politiques comme Pascal Lamy, peut-être que Dominique Strauss-Kahn, on aurait peut-être eu un discours plus musclé, plus cohérent, plus intéressant. Bon, mais je crois qu'on peut dire la même chose chez vous, par exemple, ou dans d'autres pays. Je crois que le retour à des stratégies nationales qu'évoquait Dorothée, voire à des réflexes nationalistes chez les grands acteurs européens, c'est une tendance lourde aujourd'hui qui contraste avec la façon dont quelques petits pays continuent à défendre une politique commune. Et je pense à la présidence finlandaise, pourtant fort loin de la Méditerranée, mais qui avait su en 2006 réactiver la coopération euro-méditerranéenne et malmenée par l'échec du 10e anniversaire de la conférence de Barcelone. Bon, de même, on avait beaucoup attendu de la présidence suédoise. Elle n'a pas donné grand-chose finalement, mais en tout cas, il n'est pas réaliste de compter sur quelques rares États membres encore animés par une vertu européenne pour compenser à eux seuls le manque de ressort communautaire. Second facteur qui pèse dans l'enlisement européen des relations euro-méditerranéennes, c'est bien sûr l'affaire de Gaza. Elle a été la cause immédiate du gel de l'Union pour la Méditerranée. Et je vous rappelle qu'il y avait eu une série de décisions adoptées par la conférence euro-méditerranéenne de Marseille en novembre 2008 et qui avaient notamment réussi à mettre ensemble les Israéliens et les Arabes, moyennant des compromis assez compliqués sur les postes de secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, etc. Or, toutes ces décisions, et puis il avait été décidé de régler seulement par la paix, par des moyens pacifiques, les conflits.
Bon, un mois plus tard, c'est l'affaire de Gaza, et il faut reconnaître que les Européens, dans leur ensemble, qui n'ont pas été totalement innocents, ignorants de ce qu'allaient faire les Israéliens, n'ont pas vraiment cherché à dissuader les Israéliens de lancer cette offensive, donc tout à fait contraire à l'engagement qui venait d'être pris de régler par la paix les conflits. La posture des Européens dans l'affaire du Moyen-Orient, dans l'affaire de Gaza, leur incapacité à se positionner clairement sur le conflit du Moyen-Orient, leur refus de se montrer exigeant sur la question de la colonisation, qui est actuellement extrêmement emblématique dans les relations euro-méditerranéennes, tout ça a eu un effet délétère et durable sur le rapport de confiance qui semblait ébaucher à la conférence de Marseille de novembre 2008, qui était donc la mise en musique concrète du sommet de Paris de 2008. Troisième facteur, ou troisième élément qui montre à quel point l'Europe est en partie responsable de la crise des relations euro-méditerranéennes, et à mon avis, c'est l'élément le moins conjoncturel, le plus structurant, c'est que beaucoup de pays de dirigeants européens, dont la chancelière allemande par exemple, partagent tout à fait les réticences de Nicolas Sarkozy à l'égard de l'adhésion de la Turquie, qui ne fait pas partie de l'Europe, selon l'expression, et partagent aussi sa vision du rapport à l'islam. Et plus ou moins explicitement, ces réticences sont l'expression, réticences à l'égard de la Turquie, réticences à l'égard de l'islam, sont l'expression d'une peur ou d'un rejet du monde musulman, d'un sentiment que l'islam serait tout à fait incompatible avec le projet européen, ou du moins n'appartient pas vraiment à la Maison Europe. La Maison Europe, c'est une expression que j'ai reprise d'un discours très intéressant du pape actuel, le 26 septembre 2009 à Prague, et il avait un discours qui résonnait étonnamment avec celui de Gabriel Audisio à propos de la patrie méditerranéenne. Il disait « l'Europe est plus qu'un continent ». Vous savez, Audisio disait « la Méditerranée est un continent liquide, etc. » Donc l'Europe est plus qu'un continent, c'est une maison, disait le pape, une patrie spirituelle. On est dans du Audisio. Et donc ça faisait écho à la patrie méditerranéenne ouverte à tous. Il ne faisait pas référence explicitement à l'islam, le pape, mais il souligne le rôle irremplaçable du christianisme, notamment sa distinction entre le domaine politique et celui de la religion. Vous voyez qui est visé négativement dans la construction de l'Europe et dans la promotion d'un consensus éthique de base dans la Maison Europe. Je crois que, comme pour les flux migratoires, la peur de l'islam du monde musulman est attribuée à l'opinion publique, et pourtant la plupart des dirigeants, des responsables politiques se gardent bien d'éclairer cette opinion sur le sujet. Et je crois qu'on est très loin aujourd'hui du magistère moral que les dirigeants européens, au lendemain de la guerre, s'obligeaient à exercer auprès de leur opinion, en refondant sur des valeurs humanistes et universalistes une Europe complètement en ruine et tombée au plus bas de sa prospérité. Aujourd'hui, ce ressort initial du projet européen semble complètement oublié, et c'est le réflexe identitaire qui semble l'avoir remplacé. Une identité sans contrôle qui habite l'Europe comme une folle du logis et qui ne touche pas seulement le rapport de l'Europe au monde extérieur, mais qui touche aussi l'intérieur. Je trouve qu'après 50 ans d'Europe, avoir un blocage comme ce qui se passe en Belgique est absolument incroyable. On a l'impression que l'Europe n'existe pas ou n'existe plus. Donc, prisonnière de ces tentations identitaires et populistes, l'Europe éprouve aujourd'hui une grande difficulté à penser son rapport au Sud et au monde musulman, sinon pour en faire de façon passive et implicite une espèce de repoussoir de l'identité européenne, une frontière musulmane de l'Europe. Et à maintes reprises ces dernières années, on a pu constater que la stigmatisation de l'islam a servi de réponse à la question « qu'est-ce que l'Europe ?» Je pense bien sûr à la question récurrente de l'adhésion de la Turquie, mais l'affaire des caricatures de Mahomet au Danemark, celle plus récente de la votation sur les minarets en Suisse, le lamentable débat français sur l'identité nationale qui heureusement s'est enlisé dans les sables à un moment donné, et puis bien sûr ces affaires du voile qui ont essaimé dans toute l'Europe. Tout ça a développé une sorte de rhétorique islamophobe qui est devenue banale aujourd'hui dans énormément de sociétés européennes et presque même à l'échelle de l'Europe, qui s'est trouvée présente dans de nombreux programmes des partis conservateurs lors des élections
européenne. Elle est aussi présente dans des débats nationaux qui ne sont même plus européens. Je sais pas, vous avez dû voir, malgré les grèves, Le Monde daté mardi, je crois, où il y avait toute une page qui faisait état du débat sur l'islam en Allemagne, un débat initié par un huguenot qui porte le nom très emblématique, là aussi, de Sarrazin. Donc, M. Sarrazin a sorti un livre tiré à 600 000 exemplaires, extrêmement braqué contre l'islam, en disant que c'est tout à fait le contraire des valeurs européennes. Le problème, c'est que la chancelière en a repris. M. Sarrazin était à un moment le conseiller de la chancelière, et la chancelière a repris en partie, de façon nuancée, avec le souci du compromis, ses thèses. Donc c'est quelque chose qui se passe, qui est relativement grave. Je crois que Patrick Weil a essayé de montrer quand même que la chancelière Merkel était moins responsable, moins coupable, disons, d'islamophobie peut-être que M. Sarkozy, puisque ce n'est pas elle qui avait pris l'initiative. Malgré tout, peu importe, aussi bien dans la réticence à l'égard de la Turquie, dans le sentiment que l'islam ne fait pas vraiment partie des valeurs de l'Europe, ou en tout cas qu'il faut que les musulmans s'adaptent à des valeurs européennes où les valeurs chrétiennes ont une part très importante. Tout ça, c'est des débats qui résonnent, qui se font écho dans plusieurs pays, de part et d'autre, des frontières internes de l'Europe. Alors je rappellerai que cette propension de l'Europe à faire de l'islam son altérité externe et interne est relativement récente. La petite Europe des Six, dans les années 50, qui englobait les départements français d'Algérie pour cause de colonialisme, en tout cas, elle ne faisait pas de la Méditerranée une frontière naturelle ou culturelle. Et surtout, je crois que cette tendance de faire de l'islam, de la Méditerranée une frontière par rapport au monde musulman, contraste avec la vision beaucoup plus ouverte et généreuse qui a été, au moins un moment, celle de Obama à propos des rapports avec le monde musulman. Il a fait 2 discours sur le sujet, le plus marquant étant celui de à l'université du Caire le 4 juin 2009. Or, le paradoxe, c'est que le rapport à la Méditerranée est beaucoup plus crucial pour l'Europe que pour les États-Unis. Pas seulement pour des raisons stratégiques, énergétiques, économiques, mais surtout parce que la gestion de l'espace humain méditerranéen conditionne en partie la nature et l'avenir du projet européen. C'est la seule chose avec laquelle je suis d'accord à Sarkozy, c'est quand il dit la Méditerranée est l'avenir de l'Europe. Je pense que c'est un petit mot que lui a passé Guénaud, mais enfin, bon, peu importe, c'est important quand même. Donc, cette dimension humaine des rapports européens, euro-méditerranéens, a été longuement refoulée, et elle réapparaît depuis quelques années sous la pression des hommes, sous la pression des individus, comme un enjeu majeur des rapports avec les sociétés d'outre-Méditerranée. On redécouvre progressivement aujourd'hui la nécessité de mieux gérer la proximité humaine et culturelle avec le Sud, dans ses réalités anciennes, dans son histoire, comme dans ses nouvelles figures. Et en effet, si on ne se contente pas des discours assez courants sur la fracture méditerranéenne, sur la confrontation Orient-Occident, sur le rapport Occident-Islam, le mot qui vient le plus à l'esprit pour caractériser les liens actuels entre l'Europe et les sociétés sud-méditerranéennes, c'est proximité. Une proximité historique et géographique évidente, une proximité économique et environnementale incontournable, et on a parlé à plusieurs reprises d'écosystème, je n'insisterai pas, mais c'est vrai, quand on appartient au même écosystème, ça veut dire qu'on a une proximité humaine extrêmement certaine. Mais il y a aussi une très grande proximité humaine et culturelle. Et la notion très galvaudée, malheureusement, de creuset méditerranéen ne renvoie pas seulement à des héritages antiques ou médiévaux, l'Andalousie par exemple, qui ont été complaisamment mis en avant, mais elle renvoie surtout au fait qu'on oublie un peu que les 2 derniers siècles ont brassé les populations de la région méditerranéenne au moins aussi fortement, et parfois plus fortement, que celles de l'Europe. L'imbrication des liens humains et culturels qui découle de ce brassage a créé un réseau de solidarité qui résiste aujourd'hui à la création des frontières méditerranéennes de l'Europe, par exemple en matière de pratiques matrimoniales. Et à population égale, il y a beaucoup plus de mariages mixtes franco-maghrébins que franco-allemands. Ça paraît idiot à dire, mais en fait c'est une réalité. Et je crois que dans
dans la Croix de mercredi, il y avait un petit article qui faisait état d'une enquête de l'INSEE ou de l'INED auprès de 20 000 descendants d'immigrés. Et on disait qu'à la seconde génération, plus de 60% de ces descendants d'immigrés avaient des liens matrimoniaux ou étaient unis à des Français de souche, comme on dit, ou des Gaulois, comme disent le langage vulgaire. Donc, une vraie imbrication, un vrai phénomène de métissage qui est repéré depuis longtemps par des sociologues comme Tribala. Il y a aussi des chiffres qui sont intéressants. À Marseille, d'après le cabinet du maire, mais ce n'est pas le chiffre qui est toujours donné publiquement, il y aurait plus de 30% de musulmans. Et c'est un chiffre qui n'est pas fait pour être dénoncé. C'est un chiffre qui sert à mener une politique publique au niveau du cabinet du maire. C'est-à-dire ils assument le fait qu'il y aurait plus de 30% de musulmans. Donc cette réalité humaine actuelle, elle déborde de beaucoup les termes du discours des années 30 sur l'humanisme méditerranéen, l'homme méditerranéen, etc. Tous les discours de Valéry sont des choses intéressantes et poétiques, mais la réalité, ce n'est pas seulement l'humanisme méditerranéen virtuel ou philosophique, c'est une humanité méditerranéenne. Il y a une imbrication humaine extrêmement forte à la suite des échanges des siècles récents entre les deux rives de la Méditerranée. Or, ce qui est grave, c'est que le projet européen a mal géré cette réalité jusqu'à présent. Et depuis 1986 et depuis les accords de Schengen, il s'est employé, sans vision à long terme et sans évaluation des effets de cette politique, à renforcer la frontière humaine de l'Europe en Méditerranée. Je donnais quelques chiffres ce matin à propos de l'Algérie. Or, le processus de Barcelone n'est pas revenu sur cette politique, malgré son souci de renforcer le partenariat avec les pays d'outre-Méditerranée. Au contraire, le processus de Barcelone, en 1995, a consacré le divorce entre espace économique et espace humain, tout en comptant sur le dialogue culturel entre les sociétés civiles pour en atténuer les effets. Mais ce dialogue, il a existé, mais il n'a souvent fait qu'exalter les frustrations et apporter des réponses inadaptées, comme l'invocation du mythe andalou, à des problèmes contemporains. C'est-à-dire on ne peut pas résoudre des problèmes de l'espace humain méditerranéen actuel uniquement en se référant au mythe andalou, en se projetant sur l'expérience, d'ailleurs très discutable sur le plan historique, de ce qui s'est passé en Andalousie entre le Xe et le XVe siècle. Donc aujourd'hui, on semble engagé dans une politique de développement humain séparée en Méditerranée. Je crois que depuis 25 ans, et ça a été confirmé par Barcelone d'une certaine façon, l'Europe a développé ce qu'on pourrait appeler une politique de développement humain séparée en Méditerranée, une sorte d'apartheid tempéré. Bon, on appelle ça voisinage. Je dis il est tempéré parce que ce n'est pas un apartheid violent ni agressif. Mais quand même, cette politique de développement humain séparé, elle est appuyée sur des dispositifs quasi militaires avec Frontex, et elle engendre des effets pervers, comme le développement des migrations clandestines et ses milliers de victimes. Alors on n'ose plus compter, mais si on estime qu'il y a 2000 noyés par an et que l'affaire dure depuis 20 ans, bon, ça veut dire qu'on arrive à 30 ou 40 000 noyés. C'est quand même embêtant, c'est gênant, pour une aussi belle chose vertueuse que l'Europe, de produire des effets collatéraux aussi choquants. Heureusement, toutes les conséquences de cette fermeture des frontières humaines de l'Europe n'est pas aussi agressive. Et une autre conséquence au niveau des individus de la politique européenne en Méditerranée, c'est la stratégie juridique de contournement des frontières de l'Europe par les individus qui sont en position de faire valoir une double nationalité. Au début, c'était tout à fait isolé. Actuellement, c'est par millions que ça se développe. Et ça témoigne de l'émergence d'une sorte d'individualisme transméditerranéen. C'est-à-dire les individus se saisissent, gèrent leur destin transméditerranéen malgré les frontières. Et ce phénomène, cet individualisme transméditerranéen, renforce le phénomène de stabilisation en Europe des sociétés méditerranéennes interfaces. Par exemple, depuis une dizaine d'années, surtout depuis la célébration de l'année de l'Algérie en France, les franco-algériens s'assument, se revendiquent comme une société interface entre l'Algérie et la France. Ils se disent franco-algériens, sans complexe, sans camouflage, c'est quelque chose d'assez nouveau.
Alors, à côté de ces pratiques individuelles, ceux qui tentent l'aventure de la traversée clandestine, malgré les risques de noyade, et ceux qui tentent l'aventure de la binationalité, moins dangereuse quand même, à côté de ces pratiques individuelles, il faut observer que le rôle de la société civile organisée a aussi beaucoup gagné en consistance et en crédibilité depuis le processus de Barcelone. Et ça se fait dans un sens de plus en plus autonome par rapport aux relations intergouvernementales. On voit des acteurs d'inspiration humaniste, je pense les Ligues des droits de l'homme, religieuses, San Egidio en Italie, la CIMAD en France par exemple, des acteurs politiques, les forums sociaux, ATTAC, se sont beaucoup développés et se sont donné pour tâche de dénoncer les effets humains de la fermeture des frontières de l'Europe. Et aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience, grâce à eux, qui s'est fait jour sur le sujet et qui a été aidée aussi par différents relais médiatiques. En 2009, je crois qu'il y a eu au moins 3 films sur les migrants clandestins, dont Eden à l'Ouest, de Costa Gavras, qui n'est pas un grand film malheureusement, Welcome, qui était beaucoup plus intéressant, puis un autre aussi, Le Choix de je ne sais plus qui passe dans des ciné-clubs un peu fermés. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience qui se fait grâce à ces choses-là. Et donc, cette prise de conscience, elle aide les publics et les citoyens européens à comprendre que le projet européen peut aussi être meurtrier dans certaines de ses conséquences, et que les immigrés clandestins ne sont pas seulement des victimes passives ou des menaces, mais qui peuvent être aussi des acteurs de leur destin qui aspirent à circuler librement dans l'espace régional. Alors, le Forum civil euro-méditerranéen de Marrakech a fait sienne cette vision des choses. En novembre 2006, c'est le premier et le seul forum civil qui s'est tenu dans un pays du Sud. Et comme par hasard, il a bien insisté sur la circulation des personnes en disant qu'il ne peut pas y avoir une coopération euro-méditerranéenne efficace si le premier des droits de l'homme, qui est celui de circuler librement, est dénié. Mais il faut reconnaître que cette prise de conscience des acteurs du Forum civil euro-méditerranéen n'a pas beaucoup pénétré chez les acteurs politiques. Quand même, au moment des élections européennes, là aussi, quelques listes, dont celle des Verts, ont dénoncé les effets de l'Europe forteresse. Alors, ce qui est paradoxal, là encore, c'est que malgré cette montée en puissance de la société civile organisée, des acteurs civils, malgré cette montée en puissance de l'action des individus, la société civile n'a joué qu'un très faible rôle dans les débats et négociations diplomatiques qui ont abouti à la création de l'Union pour la Méditerranée. Je trouvais que Mme Gendreau Massalou était très optimiste hier quand elle disait que la société civile avait joué un grand rôle. Je suis tout à fait d'accord avec Dorothée. C'est pas possible d'affirmer ça à ce point. Et plus qu'à Barcelone en 1995, les acteurs civils ont été marginalisés dans le processus de mise en place de l'Union pour la Méditerranée, par exemple en matière de mobilité des personnes. Les textes adoptés par le sommet de Paris fondateur de l'Union en juillet 2008 et par la conférence de Marseille en novembre ont exprimé un consensus sécuritaire entre les États du Nord et ceux du Sud, mais ce consensus entre les États a fait très peu cas des demandes ou des attentes civiles. Et ce consensus sécuritaire, il a été loin puisqu'il s'est prolongé en Algérie, en Libye, par des mesures pénales qui ont été prises à l'encontre des haragas, des clandestins, etc., comme vous le savez. De même, quand on regarde le projet de pacte migratoire adopté sous la présidence française de l'Union, c'était une question, les migrations qui avaient été mises sous agenda, là aussi au début sous la présidence finlandaise, puis qui a été concrétisée sous la présidence française, mais ce n'était pas un texte extrêmement généreux, c'est le moins qu'on puisse dire. Il en restait à la problématique d'une immigration choisie contre une immigration subie, comme s'il s'agissait de séparer le bon grain de l'ivraie. Or, pourtant, cette vision très restrictive, très peureuse de la réouverture migratoire a été remise en cause par des économistes, des géographes, mais aussi des responsables européens communautaires. Un autre signe aussi de la faible importance accordée aux sociétés civiles, c'est que les acteurs civils intermédiaires, c'est les acteurs qui sont publics mais qui ne sont pas étatiques. Vous avez des acteurs non étatiques, genre collectivités locales, ou bien universités, par exemple,
Ce sont des acteurs publics non étatiques. Bon, ils ne sont pas vus accorder une extrême importance dans le nouveau jeu euro-méditerranéen. Bon, ils essaient de faire des choses, la coopération décentralisée a un sens, mais ces acteurs qui devraient, depuis 1995, avoir beaucoup développé leur rôle, peinent en fait à s'imposer dans le jeu euro-méditerranéen. Alors, si donc ce hiatus que je viens d'évoquer entre l'entente interétatique, intergouvernementale, scellée à Paris et à Marseille autour du projet d'Union pour la Méditerranée, et les attentes insatisfaites de la société civile caractérisent les nouveaux rapports euro-méditerranéens, la tension entre cette logique interétatique ou cette logique étatique et les aspirations civiles peut aussi paradoxalement constituer une source de dynamisme. Et je m'explique. Aujourd'hui, les choses semblent ne pouvoir bouger en matière de relations humaines méditerranéennes, en matière de transformation de l'espace humain méditerranéen, qu'à travers des revendications, des rapports de force et des conflits. Et ça, donc j'en viens maintenant à des propos plus positifs, comment, après avoir évoqué, plus optimiste, j'en sais rien, plus positif en tout cas, c'est-à-dire après avoir évoqué tous les facteurs négatifs ou assez critiques sur ce qui s'est passé autour de l'Union pour la Méditerranée, je dis que quand même il faut avoir une vision plus contradictoire des choses, peut-être plus hegelienne, plus dialectique en tout cas, et dire que quand même que tout ça, la tension et les contradictions sont susceptibles aussi de déboucher sur des choses intéressantes. Et j'évoquais tout à l'heure le cas des ONG caritatives qui se comportent de moins en moins en auxiliaires passifs des pouvoirs publics et qui entendent désormais jouer un rôle exigeant en matière de respect des droits de l'homme. Et on a vu le contentieux qui a opposé, un contentieux musclé qui a opposé depuis 2008 la CIMAD en France au ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale sur la question de la gestion des centres de rétention pour sans-papiers. D'autres voies alternatives se sont exprimées. Je pense dans des milieux religieux, par exemple chrétiens ou musulmans. Les épiscopats ont souvent, quand ils n'étaient pas aux prises avec les accusations de pédophilie, ils essayaient quand même de lutter en faveur des immigrés. Bon, et là, ils ont souvent une position qui était intéressante et constante, et les églises en général. Et curieusement, les milieux musulmans dits modérés ont eu souvent ces positions là aussi. En tout cas, il y a aussi des voies alternatives complètement politiques. Je me rappelle avoir participé il y a 2 ans, je crois, à Barcelone, à un rebondissement du forum alternatif qui avait eu lieu en 1995. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. En 1995, à Barcelone, il y avait tous les réseaux de sociétés civiles qui s'étaient réunis, et il y avait quand même un forum alternatif où il y avait des protestataires. Eh bien, ils l'ont ressuscité, et c'est un signe des temps. Alors, c'est l'assaut des PAO qui fait ça. C'est intéressant, j'y avais participé. Il y avait des tas de gens, y compris par exemple Nadia Yassine, qui représentait son parti marocain. Donc, il y a des gens qui se font entendre, qui essaient de contester, de dénoncer certains aspects de la logique euro-méditerranéenne et les effets pervers qu'elle a sur la société civile. Les chercheurs eux-mêmes sont touchés par la grâce, si on peut dire, et par cette évolution. Ils sont de moins en moins tentés par les sirènes de l'expertise et plus soucieux de promouvoir une analyse indépendante, voire citoyenne, comme on dit si joliment, des rapports euro-méditerranéens. Et je pense par exemple au travail extrêmement efficace accompli par le réseau Migre-Europe, qui regroupe des chercheurs travaillant sur les politiques migratoires en Europe. Ça n'a plus rien à voir avec l'expertise ou le Conseil aux princes. Quelquefois c'est les mêmes, en tout cas c'est un Conseil aux princes très indépendant. Il me semble que très significative aussi est la tension entre acteurs gouvernementaux et acteurs civils qui s'est donnée à voir au sein de la Fondation Annalinde. La Fondation Annalinde, ça a été une des grandes déceptions des gens qui mettaient des espoirs dans le développement d'une société civile euro-méditerranéenne. Vous vous souvenez comment ça avait été créé, un vœu d'une conférence euro-méditerranéenne, puis le rapport des sages confié à des gens assez intéressants, des plumes très indépendantes, et un rapport très intéressant dans l'ensemble, qui d'ailleurs a fait une critique assez méchante du dialogue des cultures en disant que c'était tout à fait de la même eau, que le choc des cultures, ça consistait à essentialiser les cultures, et qu'en Méditerranée, le problème, c'était gérer la proximité humaine et pas un dialogue virtuel des cultures.
Et ce rapport des sages avait un objectif qui était de faire des propositions et de définir un logiciel, comme il disait, pour mettre sur pied la fameuse fondation Annaline pour le développement, sur le dialogue des peuples et des cultures en Méditerranée. Alors, en fait, les politiques ont complètement se sont moqués un petit peu de ces recommandations et ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé une organisation intergouvernementale de la société civile. On n'avait jamais osé un tel mot, aussi bizarre, aussi un contradictoire en lui-même. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est appelé au début. La Fondation Annaline est une organisation intergouvernementale de la société civile. Bon, c'est vrai qu'elle était complètement contrôlée par les ambassadeurs du processus, etc. Alors, ça a tellement foiré dans les premières années, dans les 2-3 premières années, que finalement, il y a eu une espèce de réaction, de rebondissement, et il y a eu à la fois un changement d'équipe, puisqu'on a élu, excusez-moi, le conseiller du roi du Maroc, Assoulaye, qui a été élu, non pas que les Marocains l'ont présenté comme le représentant de la Ligue arabe. Il a été élu, présenté par la Ligue arabe, ce qui était assez génial. Et puis il y avait Andrea Claret aussi, qui est son directeur exécutif, qui est un type remarquable, de grande expérience. Et ils ont adopté un plan triennal tout à fait remarquable, fin 2008, je crois, qui essayait de faire des propositions de coopération culturelle appuyées complètement sur la mobilité des personnes. C'est-à-dire il faisait vraiment écho aux revendications de la base, des gens qui essaient de construire le système euroméditerranéen par le bas et pas seulement par le haut. Enfin, c'était un texte très original là-dessus. Bon, il était trop original sans doute, et c'est vrai que la Fondation Annaline actuellement se heurte à nouveau à la mauvaise volonté politique et financière des États. Bon, malgré tout, quand même, c'est l'exemple de ce qui s'est passé au sein de la Fondation Annaline montre qu'il peut y avoir au moins des débats, des tensions, des rapports de force, qui évoluent dans un sens ou dans l'autre. Et je crois que c'est au total un facteur nouveau et positif. Et je pense aussi à la prise de position de l'ambassadeur finlandais auprès du processus euro-méditerranéen, qui s'appelle Risto Veltagne, qui a fait un texte tout à fait étonnant. Bon, c'est un socialiste, mais il a fait un texte qui était adressé aux membres de la Commission européenne et à tous les ambassadeurs, leur disant, tirons les leçons de l'échec institutionnel de l'Union pour la Méditerranée. On ne peut plus s'appuyer maintenant que sur les acteurs de la société civile, il faut en tirer les conséquences. Bon, c'est quand même, on sait bien que ce n'est pas un coup de baguette magique qui va transformer les choses, mais en tout cas, il y a une prise de conscience de certaines choses et certains acteurs qui sont pris en compte maintenant. Alors un autre facteur positif, je ne suis pas loin de la fin, très différent, qui mérite d'être relevé, c'est que les débats des 2 dernières années, ou des 3 dernières années, sur l'Union méditerranéenne, puis l'Union pour la Méditerranée, etc., ont été, malgré les apparences déçues, l'occasion d'un grand remue-ménage, si on peut dire, sur le devenir euro-méditerranéen. Et avant que les responsables politiques optent pour le concept mou et insignifiant d'Union pour la Méditerranée, enfin insignifiant, ça veut dire qu'il ne signifie rien, quoi. D'autres pistes avaient été explorées pour penser le devenir euro-méditerranéen sans reprendre l'appellation d'Union méditerranéenne qui est effectivement impraticable puisqu'elle entrait en concurrence directe avec l'Union européenne, il y avait interaction des espaces, etc. Et je crois que la formule la plus intéressante, ça a été celle d'Union euro-méditerranéenne, qui a été reprise fin 2007 par Moratinos, qui est un vieux routier des rapports euro-méditerranéens, le ministre espagnol des Affaires étrangères, mais ça avait déjà été avancé plusieurs années auparavant par d'autres hommes politiques. Dominique Strauss-Kahn l'avait pris dans ses 50 propositions pour l'Europe, puis il y avait eu des think tanks, notamment à Marseille, qui avaient lancé cette idée. Alors cette formule, elle est ambiguë, mais elle est intéressante. Parce qu'elle est polysémique, c'est-à-dire Union euro-méditerranéenne, ça peut aussi bien avoir une signification maximaliste, c'est-à-dire élargissement de l'Union européenne à des partenaires du Sud, que minimaliste, c'est-à-dire création d'une structure englobant l'Union européenne et ses partenaires du Sud. Mais dans tous les cas, ça laisse la porte ouverte à une meilleure gestion de l'espace humain méditerranéen et ça autorise aussi
une vision un peu plus prometteuse d'un destin commun que l'Union pour la Méditerranée. Il est évident que l'Union pour la Méditerranée ne peut pas faire fonction d'utopie commune, mobilisatrice, pour des gens qui ne peuvent pas circuler librement dans l'espace méditerranéen. Et ça, c'est un aspect, c'est vraiment une appellation technocratique, politique, je ne sais pas comment on peut dire, mais enfin qui n'a pas du tout été pensée pour être appropriée par les individus ou par la société civile. Alors je crois, à côté encore un autre facteur positif, c'est qu'à côté du jeu des appellations, il me semble que les débats des 3 dernières années ont été aussi l'occasion pour certains hommes politiques de prendre position de façon assez désordonnée, mais effective, en faveur d'une plus grande ouverture humaine de l'Europe vers le Sud. Et en France, par exemple, des responsables de différents bords affichent ouvertement leur inquiétude devant les effets pervers de la fermeture des frontières humaines de l'Europe. Même Madame Gendron Massalou s'en faisait l'écho hier. Et elle est contre, par exemple, une politique des visas aberrante par rapport à la mission qui lui est confiée de créer un Erasmus méditerranéen. Alors, et en tout cas, il y a des hommes politiques qui le font. Vauzel l'a plusieurs fois dit, en disant l'idée de voisinage, mais c'est nul, parce que les gens d'en face, c'est pas des voisins, c'est les mêmes familles, qui sont de part et d'autre. Ben Amias, qui n'est pas du tout qui est vice-président du MONEM, mais qui n'est pas du tout sur les positions de son président, il n'arrête pas de dire, de plaider pour la libre circulation. Alors c'est vrai que ça demande un grand courage politique, et il y a Hutzinger, quand il était ambassadeur chargé, d'un des nombreuses missions méditerranéennes, il m'avait dit, c'est une question qui tétanise les hommes politiques, qui sont conscients de sa pertinence, qu'il faut lâcher sur la mobilité, qu'il faut revenir à la circulation, mais ça tétanise les hommes politiques tellement ils ont instrumentalisé dans un sens populiste la question de la mobilité. Et reformuler cette question de la mobilité et de la circulation des personnes nécessite maintenant une véritable révolution des esprits. Or, ce changement, je crois qu'il est inévitable, ça a été dit ce matin, vous l'avez bien dit, il est inévitable à moyen terme. Dans la mesure où il n'est pas réaliste de vouloir faire de la Méditerranée un espace de paix sur le modèle européen, sans assumer la proximité humaine et la continuité d'espace humain entre les sociétés riveraines. Et je crois que c'est pour ça que là, c'est très important de prendre en considération pour l'espace méditerranéen ou euroméditerranéen les recettes qui ont réussi à pacifier l'espace humain européen. La première de ces recettes, rappelons-le, ça a été d'articuler, dès la déclaration Schuman de 1950, une utopie ambitieuse, qui était créer une fédération européenne, avec une politique du possible, une politique des petits pas. On faisait une communauté du charbon et de l'acier. Mais les deux étaient liés. C'est-à-dire, on ne peut pas faire une politique des petits pas sans savoir où on va, et on ne peut pas balancer une utopie ambitieuse sans avoir aussi proposé des mesures. Et là, je crois qu'on ne réfléchit pas assez, justement, sur la politique des petits pas qui permettrait d'aller, par exemple, vers une union euroméditerranéenne. Ça pourrait être notamment l'élargissement progressif du Conseil de l'Europe à la région euroméditerranéenne. La Turquie fait partie depuis les origines du Conseil de l'Europe. Un certain nombre de pays du Sud, je pense au Maroc par exemple, ont un état de fonctionnement de la démocratie et des droits de l'homme qui permettrait tout à fait, la Jordanie aussi, qui permettrait tout à fait de rejoindre le Conseil de l'Europe à côté de pays comme la Roumanie, la Bulgarie et tous les autres. Une autre recette, ça consiste à essayer de faire ce qu'essaie de faire Madame Gendron Massalou, mais sans avoir peut-être les moyens, c'est cultiver la dimension humaine des relations interméditerranéennes comme ça a été fait en Europe. C'est-à-dire Erasmus, au niveau européen, a créé une société civile méditerranéenne au niveau des étudiants, des jeunes, c'est incontestable. L'Office franco-allemand de la jeunesse et tout. Bon, voilà. L'harmonisation des systèmes éducatifs, il se fait d'ailleurs dans l'espace méditerranéen, mais il pourra aller beaucoup plus loin. Tout ceci exige bien sûr à chaque fois un retour substantiel et significatif à la libre circulation des personnes. En conclusion, il est certain que la dimension humaine des relations euro-méditerranéennes interroge lourdement l'idée européenne. Et la question méditerranéenne est d'abord une question européenne, est une question du projet européen, de la redéfinition, de la refondation du projet européen. Et de la gestion du rapport humain avec le Sud dépend énormément l'avenir du projet européen. Soit le projet européen
s'oriente vers un repli sur une pseudo-identité européenne bornée par la Méditerranée et qui ferait de l'Europe un cercle fermé face aux menaces d'invasion des nouveaux barbares que seraient les musulmans, soit on revient au pari d'une Europe sans rivage. C'était le titre du livre d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est François Pérou, pas Bérou, hein, Pérou. Ça date de 54. C'est le premier bouquin français qui théorise la mondialisation. D'ailleurs, en passant, mondialisation, c'est pas une traduction de globalisation. Hein, ce bouquin est une théorisation du phénomène de mondialisation, de régionalisation dans la mondialisation. Mais il a aussi un autre objectif, c'est dire cette Europe qui s'esquisse, quel est son avenir? Et il dit à un moment cette formule, est-ce qu'elle doit être le petit cap du continent asiatique, ou est-ce qu'elle doit rester une Europe ouverte sur le monde et qui aurait abandonné tous les abus, tous les excès qui l'ont conduite à la guerre, et qui, en partant des valeurs de l'Europe, s'ouvre sur le monde? C'est pour ça qu'il était pour une Europe sans rivage. Et il disait, faisons attention à ne pas faire une Europe enfermée dans des frontières sur modèle national. C'est exactement ce que Schengen a fait. Donc, ce qu'il proposait, François Pérou, c'était pas de faire un cercle fermé, mais plutôt un cercle vertueux, qui assumerait, faire de l'Europe un cercle vertueux, qui assumerait totalement sa proximité humaine et culturelle avec les autres rives de la Méditerranée. Et l'enjeu, effectivement, c'est gentil de rappeler ça, serait pas d'européaniser la Méditerranée, mais au contraire de reméditerraniser l'Europe, c'est-à-dire de la réconcilier concrètement, et pas seulement culturellement, parce que culturellement c'est du virtuel, avec ses racines méditerranéennes. Alors, viser un tel objectif, ça impliquerait beaucoup de choses. Moi, j'ai pas une solution. Ça impliquerait notamment, sur le plan pratique, de mobiliser toutes les ressources méditerranéennes des acteurs européens, ce qui renvoie à un problème pratique que l'initiative française a souligné malgré ses maladresses et ses dérives. C'est comment assumer, enfin, au moins l'initiative française elle a posé une question à laquelle il faudra bien répondre un jour, c'est comment assumer au service de l'intérêt commun de l'Europe la diversité des tropismes et des atouts méditerranéens des États et autres acteurs qui composent l'Union européenne. Ainsi, par exemple, il est évident que les relations politiques, mais aussi culturelles et humaines de l'Espagne et de la France, ou de la France avec des pays comme le Maroc, sont bien plus étroites que celles qu'ils entretiennent avec beaucoup de leurs partenaires européens. Comment articuler, donc, la ressource que constitue cette diversité des relations méditerranéennes particulière entre acteurs du Nord et acteurs du Sud, avec la nécessité d'une politique commune. C'est un problème que n'a jamais posé sérieusement l'Union européenne, malgré la petite piste des coopérations renforcées. Alors l'Union pour la Méditerranée prétend que c'est une de leurs philosophies, mais concrètement, on ne sait pas si ça dépasse la philosophie de la mission française pour l'Union pour la Méditerranée. Et je crois que les avatars diplomatiques des 3 dernières années montrent que la gestion du rapport de l'Europe à son Sud ne peut en tout cas s'appuyer exclusivement ni sur une hypothétique politique extérieure commune de l'Europe, qui pour l'instant n'est pas concrétisée, ni seulement sur des initiatives nationales concurrentes et désordonnées, comme l'initiative française ou d'autres, ni même sur une entente franco-allemande ou franco-italienne ou franco-espagnole, comme certains ont essayé de faire à certains moments. L'harmonisation des niveaux de la politique de l'Europe est souhaitable et nécessaire, mais ça veut dire qu'il faut pour cela réduire les lacunes et les impensés du projet européen. Il faudrait peut-être aussi, là j'en finis vraiment par là, explorer d'autres scénarios institutionnels que ceux qui s'inscrivent dans la logique du processus de Barcelone. Certains ont rêvé de revenir à un scénario de dialogue euro-arabe. Bon, on avait essayé de le ressusciter il y a 3-4 ans, ça n'a pas été plus loin. D'autres disent, pour éviter la contamination de toute relation euro-méditerranéenne par le conflit israélo-palestinien, concentrons-nous sur le 5+5 en Méditerranée occidentale, où il y a beaucoup de choses qui sont faites, y compris en matière de coopération militaire et malheureusement policière aussi. Bon, il y a aussi, Vosel avait une excellente idée qui était de développer la coopération entre régions riveraines. Elle existe un peu, mais pour lui, l'Union méditerranéenne, c'était plus la coopération entre régions riveraines, plus que la machine qu'avait voulu faire Sarkozy.
ça aurait sans doute été une piste plus compatible, qui n'aurait pas soulevé l'irritation et la réaction très compréhensive de l'Allemagne, qui s'en exclue d'un processus. Enfin, il y a des pistes qui sont ouvertes, beaucoup de questions, et donc je dis, il ne faut pas être complètement pessimiste, malgré toutes les critiques qu'on doit légitimement faire à ce qui s'est passé depuis 3 ans.